Et en fait, j'avais la chance que mon frère Gad était déjà lancé dans une carrière et qu'à ce moment-là, je m'ennuyais un peu intellectuellement. J'avais besoin de faire des choses plus artistiques. Et donc, on a collaboré de manière assez informelle au début. Et D'accord. puis après, on a trouvé un rythme de travail, une organisation entre nous. On a travaillé tous les deux sur ces spectacles. Je suis Mohamed Bouclé, auteur, conférencier et formateur en technique d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast Connaissance illimitée, on démocratise les techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Judith El-Maleh qui est auteure, metteuse en scène et qui aujourd'hui, il y a pas quelque temps, a sorti son nouveau livre qui s'appelle Une reine et j'ai l'honneur de l'accueillir avec nous aujourd'hui. Elle va nous parler de son livre mais surtout de son parcours qui est juste extraordinaire. Bonjour Judith, comment tu vas? Bonjour Mohamed, super bien, très bien. Ça me fait vraiment Content plaisir. d'être là. Et moi aussi, je suis content de t'accueillir ici. On s'est rencontrés au Salon du Livre. On était juste à Ouais, côté. Tu on signais tes était livres. voisins, ouais. On était Dans l'autre voisins salon. dans le salon pendant 1 heure. On a été voisins pendant 1 heure. Je pourrais dire que Ouais, tu es ma voisine. exactement. Ouais, ouais, ouais. Je peux marcher. Je C'est dis, un ah, mais bon moi, voisinage, je suis hein. le voisin. T'es un bon voisin. T'es un très bon Voilà. voisin. Exactement. Et donc, on a discuté et on a sympathisé. Et franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de te Moi aussi. rencontrer lors du Salon du Livre. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de t'accueillir pour parler de ton livre qui s'appelle Une reine, mais surtout aussi de parler de ton parcours. Parce que tu as un parcours juste extraordinaire entre le Maroc, la France, le Canada, peut-être d'autres pays que je connais pas. Non, ça va. Il y Ça a va, que ces trois-là. t'en as eu que 3, donc ça va, que Ouais. 3. Alors, t'es né au Maroc, si je me trompe pas, Je suis née au Maroc, absolument. et t'es Et venu. j'en suis partie à 18 ans. Donc, j'ai passé une bonne partie de ma vie au Maroc, quoi. D'accord. Et Je qu'est-ce qui suis t'a, ouais, partie quand j'ai eu mon bac. d'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait partir du Maroc? En fait, à l'époque, au Maroc, quand tu voulais faire des études supérieures, c'était presque une évidence qu'il fallait aller en France ou souvent au Canada parce que c'est l'Amérique francophone. Donc, on partait. Dès qu'on avait notre bac pour faire nos études supérieures. Et toi, t'as choisi la France et après le Canada ou comment ça s'est passé? J'ai fait 1 an en France, à Strasbourg. Mhm. J'ai fait une formation en économie. Enfin, Mhm. j'étais nulle et non avenue dans ce secteur. Et ensuite, je suis partie au Canada parce que c'était un projet familial pour mes parents. Mhm. Et mon frère Gad était viré de toutes les écoles du Maroc. D'accord. Donc, ils nous ont envoyés tous les deux à Montréal parce que lui, il est plus jeune que moi, il a 1 an de moins. Il fallait qu'il aille dans une école et moi que je continue mes études. Donc, et ils nous ont dit, avancez, on vous rejoint, la Mhm. famille, avec mon frère Arié. On a avancé et ils nous ont jamais rejoints. Et, D'accord. voilà, on a fait. Moi, j'ai habité 8 ans au Québec et Gad 5 ans. D'accord. Et après, et quand tu étais au Québec, tu as fait quel type d'études? Parce qu'aujourd'hui, tu es auteur, mais Alors, moi, j'ai fait des trucs complètement différents. J'ai beaucoup hésité. Je voulais faire quelque chose de scientifique, donc j'ai fait de la bio. Alors, j'étais très bonne en bio, mais je savais pas ce que j'allais faire avec. Donc, j'ai fait 1 an de bio. Ensuite, j'ai fait du design parce que j'aimais beaucoup le dessin. J'ai fait 3 ans de design. J'ai même un diplôme en design. Et j'ai arrêté. J'ai eu un enfant assez tôt, à 22 ans. Et, et ensuite, quand je suis partie de Montréal, j'ai repris mes études. J'avais 26 ans et j'ai fait des études en journalisme. d'accord. Et c'est ces études de journaliste qui t'ont poussé à devenir metteur en scène ou comment? Parce que moi, j'ai envie de comprendre comment tu passes de études scientifiques, bio, où tu me disais aussi des difficultés, à je deviens metteur en scène. En fait, je pense que c'est beaucoup. Je pense que si je m'étais écoutée depuis le début, j'aurais fait des études artistiques dès le départ. D'accord. Mais c'est culturel, hein, c'est l'époque. C'était jamais. Enfin, les métiers artistiques, c'était des métiers où on n'avait pas de débouchés, où c'était compliqué, surtout pour une femme. C'est vrai. Il y avait plein de mais et de mais, et donc je l'ai pas fait. Donc j'ai essayé de suivre des voies un peu garanties, genre je vais faire médecine, je vais faire ci, architecte. Et je me sentais jamais dans mon élément là-dedans. D'accord. Et en fait, c'est comme il y avait un gène familial de l'écriture, de l'artistique, etc.
c'était plus facile pour moi. Moi, quand j'ai fait mes études de journalisme, je suis allée travailler à TV5 Monde pendant plusieurs années, D'accord. où ça se passait très bien, mais j'avais un manque dans ma vie. Et en fait, j'avais la chance que mon frère Gad était déjà lancé dans une carrière et qu'à ce moment-là, je m'ennuyais un peu intellectuellement. J'avais besoin de faire des choses plus artistiques. Et donc, on a collaboré de manière assez informelle au début. Et D'accord. puis après, ça s'est installé. On a trouvé un rythme de travail, une organisation entre nous. On a travaillé tous les deux sur ces spectacles. Et après, bon, ça m'a donné confiance pour travailler avec d'autres humoristes, pour écrire d'autres choses, travailler dans la télévision sur des émissions, toujours de la comédie. Hein, on reste dans son domaine De prédilection? de prédilection et familial. Alors, Ouais, c'est exactement, parce que dans le livre, t'en parles, on va faire des discrétions entre ton parcours et le livre, parce que dans ton livre, tu parles de ta famille où il y a tous humoristes un peu, quand je dis humoristes, vous adorez, c'est vraiment dans l'âme. c'est le langage familial. Euh, Quand j'étais adolescente, ça m'énervait parce qu'on ne pouvait pas avoir une discussion. Quand on est adolescent, on se prend pour, je ne sais pas quoi, on veut avoir des discussions, on veut être déprimé, et tout le monde se marrait tout le temps. Tu veux Euh, pas avoir une discussion sérieuse. Dès que tu voulais Jamais. poser une question, c'était on part dans le rire. Alors déjà, le Marocain a l'autodérision très facile. Dans la rue, ça se charrie, etc. Et dans ma famille, après je l'excise dans le livre, comme il y avait une histoire un peu lourde, j'ai l'impression que ça a servi à alléger le quotidien, à alléger les réunions familiales, ne pas en faire des trucs un peu crispés. Et donc, à force de s'entraîner, hein, c'est comme les boulangers, ils font de la pâte toute leur vie avec leurs parents dans la cuisine, etc. Et ben, il y a une espèce de savoir-faire inconscient qu'on a absorbé toute son enfance, et c'est plus facile pour nous, quoi. Et chacun Effectivement. en a fait un petit peu ce qu'il voulait, chacun a fait sa recette avec, quoi. Et toujours sur ton aspect scolaire, comment ça se passe quand tu as vécu 18 ans dans un pays comme le Maroc, avec le poids de la culture et tout, et d'un coup, tu te dis, bah, faut que j'aille en France, et après, non, je suis à peine resté un an, boum, je vais au Canada. Comment, et en plus, il y a la température, la culture, tout. Comment tu as vécu ce moment-là à 18 ans, ces Là, je voyages? pense qu'au Maroc, on avait un enseignement de haut niveau, vraiment, à l'époque en tout cas, et je pense que c'est encore assez le cas. Euh, Moi, j'étais dans une école où l'apprentissage était très rigoureux, très sérieux, le niveau était élevé, et puis enfin, ça va bien avec ton t-shirt et ton livre. Ils nous ont jamais dit, oh là là, c'est trop. Nous, on faisait des cours d'hébreu, des cours d'arabe, des cours d'anglais. On avait 3 langues en plus des cours de français. Et il n'y a personne qui nous a dit, oh là là, c'est trop pour eux. Euh, on était illimités, entre guillemets. Et quelque part, heureusement qu'on a eu ça, parce que ça nous a permis d'ouvrir beaucoup de terrains. Je remercie cet enseignement-là où, dès le début, on avait plusieurs langues déjà. Le marocain, c'est parler au moins 2 langues, le français et l'arabe, enfin l'arabe d'abord et le français. Moi, c'était le français d'abord et l'arabe ensuite. Et donc, on a cette faculté-là à se dire, bah, c'est pas compliqué, voilà. Et donc, ça m'a permis aussi d'être plus le cerveau apprend, plus. Moi, j'avais une école où on nous demandait de lire beaucoup, d'apprendre beaucoup, etc. Et ben, j'étais un peu entraînée, j'ai l'impression. Et alors, culturellement, c'est compliqué, mais avec l'humour, on observait. Ben, quand on vient du Maroc et qu'il fait moins 40 dehors, on peut que rire parce que c'est un drame absolu, la D'accord. température. Ah oui, parce que quand tu arrives, parce que déjà, en fait, tu as eu un petit sas en France, À de Strasbourg, ouais. décompression. Tu t'es, Ouais. et après, quand tu arrives au Canada, tu te dis, oula, Non, mais c'est invraisemblable. Parce que c'est pas seulement il fait froid, mais ça dure très longtemps. ouais, Ça dure 8 mois, c'est sans fin, quoi. c'est Mais il y a tellement de choses de positives que tu oublies un petit peu.
Ouais. là où tu te trouves. Et c'est vrai que là-bas, il y a une possibilité d'apprendre à n'importe quel âge, n'importe quelle heure. T'as quand même tenu 8 ans là-bas, hein. Ouais, ouais, j'ai tenu 8 ans. Et l'adaptation, c'est-à-dire que t'avais pas de problème d'adaptation de langue parce que tu connaissais déjà la langue, mais est-ce que l'adaptation culturelle, euh, ça a été compliqué pour toi? Pourquoi je te pose la question? C'est plutôt pour les personnes qui sont en France, parce qu'il y a c'est beaucoup des francophones, mais qui veulent voyager. Et Mm. on a des personnes qui ont ce frein mental, qui se disent, je peux pas aller, j'ai envie d'aller m'installer au Maroc, j'ai envie d'aller m'installer au Canada, en Angleterre. Il y a plein de gens, des fois, quand je discute avec eux, ils me disent, après mes diplômes, je voulais partir, mais j'ai eu peur. Ou même des parents aujourd'hui avec leurs enfants qui se disent, bah moi j'ai envie de partir, mais qui se freinent et qui mettent le frein à main pour plein de croyances différentes. Et donc toi, tu l'as vécu 2 fois, Ouais. Maroc, France, France, Canada, Canada, France. Par rapport à cette expérience-là et aux personnes qui vivent ça, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Bah, déjà, moi, j'aurais pas été la même personne. Et c'est une école de la vie, évidemment, mais c'est une école d'adaptation mentale. Et c'est une ouverture incroyable. Je me rends compte que quand on arrive dans un pays, eh ben, on est obligé d'assouplir notre cerveau. Je ne sais pas comment on peut exprimer ça. Notre cadre de référence, c'est-à-dire Oui, qu'aujourd'hui, tu es obligé d'être. c'est magnifique d'être neuf quelque part. C'est-à-dire d'observer les choses telles qu'elles nous viennent et d'essayer de comprendre. Notre cerveau est en activité permanente. On sort de notre zone de confort. Alors, je dis pas que c'est pas dur, mais on en ressort tellement plus riche. Et pour vous donner un exemple, moi, je suis une maman et je suis une mère juive. Mais j'ai un fils de 18 ans et évidemment, je serais très triste qu'il parte, mais je le pousse à partir parce que je sais que rien ne remplace ça. Je le pousse à aller passer un an à l'étranger, où il veut, mais d'aller trouver d'autres cultures, d'aller se confronter à des différences et se frotter à d'autres personnes. Parce que c'est bien la stabilité, etc. Mais il faut un petit peu sortir de sa zone de confort. Je suis une fervente défenseuse, on dit défenseuse, de ça, parce que moi, ça m'a appris énormément de choses. Et T'aurais ça pas été. le, enfin, l'écoute, ça apprend la différence. Ah tiens, il fait pas ça comme nous, ah, c'est intéressant, ou c'est bien, c'est pas bien, et on prend à chaque fois quelque chose de bon de ce qu'on a vécu, quoi. Et donc, tu n'aurais pas été la personne que tu es aujourd'hui si tu avais fait pas autant voyager. Oui, non seulement voyager, mais aller vivre Ouais, ailleurs. Parce que le ouais. voyage, c'est encore autre chose. Oui, c'est vrai. Mais ce que je pense, c'est vraiment vivre ailleurs, quelques mois, une année, plusieurs années, ça change tout. Ça va vraiment. Je suis d'accord. Moi, j'ai juste fait le transfert Paris-Montpellier. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir changé de Mais, pays. mais Alors, juste en évidemment, partant de Paris évidemment, à Montpellier. on n'a Et pas besoin d'aller très loin. ouais, C'est effectivement, moi, juste et différent. tu parlais de ton fils. Non, alors, je sais pas si dans le livre, les noms, c'est les bons. C'est Jules ou. Non, c'est pas les noms, mais mon fils s'appelle Joseph, mais D'accord. il y a des ressemblances. Ok, il y a des ressemblances. Mais moi, quand je suis parti, je suis dans une famille nombreuse, j'ai 6 sœurs, Ah ouais. seul garçon, donc famille marocaine comme toi, mais Ah ouais. famille marocaine, tu connais, 6 filles, le seul garçon, je suis l'avant-dernier, donc je te fais la lignée pour que ma mère, elle arrive à avoir son premier garçon et le poids de tout ça. Et donc, quand moi, à 29 ans, ma famille vit à Paris, quand moi, à 29 ans, j'aurais dit, c'est bon, je vous abandonne, je vais vivre à Montpellier, qui est juste à 3 heures de train. Mais ouais. Quand je dis je vous abandonne, je leur ai dit, je vais aller à Montpellier pour plus mille et une raisons. Pour eux, c'était un abandon. Bah, bien sûr, c'était une trahison. C'est exactement la trahison. Il veut plus de nous. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Alors qu'il y a rien de tout ça. C'est Mais juste ouais, que ouais, j'ai ouais, besoin de vivre autrement. Et c'est en partant de là-bas que j'ai découvert la lecture rapide, que j'en suis où j'en suis. bien Et sûr. peut-être que si j'étais resté dans le même cadre, j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu. Oui, la solitude qu'on a quand on arrive dans un pays, etc., elle est très bénéfique. C'est dur, je dis pas que c'est pas dur, mais ça nous permet de se retrouver avec soi-même, avec nous-mêmes, et de se dire de quoi j'ai envie maintenant. Ce que tu dis aussi dans ton livre, c'est qu'est-ce que j'aimais quand j'étais petite, qu'est-ce que je pourrais, enfin, quelles sont mes envies, et je vais y aller.
Parce qu'on est moins contraint par il faut aller dîner avec ses parents, il faut aller ci, il faut aller. Exactement. Et on est dans un nouveau monde, dans une nouvelle. Et il y a moins de contraintes sociales, puisqu'on on est tout nouveau dans un endroit. Et c'est bien, c'est un restart, c'est intéressant, quoi. C'est On se retrouve exactement face ça. à soi-même, quoi. Petite pause pour te dire que si l'épisode te plaît, like, abonne-toi et mets 5 étoiles pour nous soutenir. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Parce que aujourd'hui, tu as écrit, tu es l'auteur de ce magnifique livre, Une reine, aux éditions Robert Laffont, et je vous invite vraiment tous à vous le procurer. Parce que je l'ai lu et c'est assez poignant et on parle de choses des fois dont on parle très peu en France, surtout en France, dans d'autres pays c'est assez habituel, mais en France on en parle très peu. Qu'est-ce qui t'a poussé et qui t'a dit, ben là j'ai envie d'écrire un livre et j'ai envie de raconter mon histoire? En fait, c'est une espèce de déclic. Alors, j'ai toujours eu envie d'écrire un livre et je me sentais pas tellement légitime. Je dis, bon, j'écris des blagues, je fais des trucs comiques, etc. Et, et c'est en écrivant un spectacle avec mon frère, le dernier, qui s'appelle d'ailleurs, on avait un petit passage où on voulait parler d'une grand-mère. Et donc, je me suis mise à écrire en pensant à ma grand-mère. Et là, j'ai eu une espèce de déclic. Je ne pouvais plus m'arrêter d'écrire sur elle. Et, et je me suis. Cette histoire dont je parle dans le livre, c'est une histoire que j'avais mis un peu de côté dans ma tête et tout est revenu. Et je me suis dit, ben, j'ai envie de raconter cette histoire parce que c'est pas dans un spectacle qu'on va lui rendre hommage à cette femme. Et j'avais l'impression aussi que j'allais découvrir une connexion avec ma propre vie. J'avais l'impression que j'allais comprendre des choses sur mon propre parcours en dépiotant un peu l'histoire de ma grand-mère. Et voilà, et c'était un truc qui s'est imposé à moi vraiment. Je voulais parler d'elle et lui rendre hommage, mais aussi mettre en lumière cette histoire de femme. Parce que j'ai l'impression que moi, j'en ai pris un peu le poids dans mon histoire de femme, etc., que j'ai recommencé des schémas, où j'ai suivi des injonctions, et ça m'a permis de clarifier tout ça, et c'est vrai que c'était important, en tout cas dans ma vie de femme, mais aussi dans ma vie professionnelle, parce que la plupart du temps, j'ai écrit toute seule, j'ai écrit à plusieurs, pardon, pour des spectacles, la télé, tout ça, on est toujours des poules d'auteurs et tout ça. Et là, j'étais face à moi-même, encore une fois, et c'est important. Et franchement, à chaque page, je me disais, bon, je fais cette page, mais après, j'arrête parce que j'y arriverai jamais. Mais j'y étais quand même, et c'est une expérience vraiment très intéressante pour moi. Ça donne confiance, ça donne... et puis, c'est de l'introspection pure. Bien sûr. Mais ça t'a pris combien de temps à écrire ce livre? Combien de temps t'as pris à... En tout, 1 an et demi, mais parce que je m'arrêtais au milieu, parce que d'abord, je n'avais pas tellement confiance en moi. Mon D'accord. éditrice m'a beaucoup aidée. Et j'avais pas tellement confiance en moi. Et puis, j'avais un problème de méthode. Il fallait que je trouve la bonne méthode pour avancer. C'est là où on se parlait aussi des Une carte cartes mentale. mentales. Donc ouais, tu me disais en aparté que tu utilisais la carte, le mind, t'as utilisé le mind mapping pour Absolument. Moi, structurer ton... j'ai eu la chance dans mes études de journalisme, on avait eu un Américain qui était venu nous faire une intervention de 3 heures sur les cartes mentales. Wow. Et ça m'a changé la vie. Il nous avait expliqué comment prendre des notes à l'époque avec des cartes mentales, des couleurs et tout ça. Moi, j'adore le dessin. Je savais pas qu'on pouvait être sérieux avec plein de couleurs D'accord. et une telle liberté des dessins et tout ça. Et en fait, ça m'aide beaucoup parce que on a beaucoup privilégié les cerveaux très carrés, très linéaires, intro, développement, conclusion, les trucs très... Moi, je ne suis pas du tout comme ça. J'ai une pensée un peu En arborescence. etc. Donc, la possibilité de mettre un sujet, de laisser partir les choses et de les matérialiser, c'est tout bête, mais il fallait le... Ah, il fallait le faire. Ouais. Et donc, pour mon roman, j'ai beaucoup travaillé avec ça.
et c'est génial parce que tout de suite, en voyant sa carte mentale, on voit un petit peu les enjeux. Voilà, je mettais mon sujet au centre et puis les chapitres. Après, je prenais chaque chapitre et je les déclinais un par un. Et j'ai même trouvé un logiciel qui m'aidait à travailler comme ça pour écrire. C'est-à-dire, alors, c'était pas du mind mapping, mais on peut travailler par chapitre. C'est-à-dire, on peut commencer par le 5e chapitre et… Ouais, tu mets tout ce qui te vient à l'esprit, après tu structures dans un second temps. Et donc, ça t'a pris 1 an et demi J'ai eu entrecoupé, des interruptions, hein, ouais, beaucoup d'interruptions. entrecoupé, des moments d'introspection, des moments où tu revenais. Et Ouais. directement, au moment où tu as voulu écrire ton livre, directement, tu t'es dit, je vais aller voir une maison d'édition et je vais être édité. Ou comment, entre le moment où tu étais en train d'écrire le En spectacle fait, avec Gad et que tu t'es mis… j'ai rencontré mon éditrice avant D'accord? d'avoir le sujet D'accord? et je lui avais parlé d'un autre sujet totalement Ah différent. ouais. Et elle avait bien aimé, mais on n'arrivait pas à se connecter. Enfin, c'est plutôt moi qui n'arrivais pas à me lancer. D'accord. Donc, on faisait des petites réunions, on parlait du sujet, etc. D'accord. Et quand j'ai eu cette révélation de ma grand-mère, je l'ai appelée. Elle m'a dit, c'est bon, tu l'as ton sujet. Et elle a raccroché. Elle ne voulait même pas discuter. Elle m'a dit, c'est bon, Tu l'as. envoie. Ouais, tu l'as. Et c'est vrai. Il n'y avait pas d'autre alternative que de l'écrire. Ouais, et dans ton livre, combien de pourcentage est vrai? Alors, moi qui l'ai lu, donc les noms c'est pas les mêmes, il y a plein de choses, mais euh, est-ce que ça s'inspire beaucoup de ta vie? Mais on va dire, on est à quoi? En 70-30, 70% de réalité? Alors, ce Ou qui est vrai, c'est l'histoire de ma grand-mère, de mes grands-parents. Tout est vrai. d'accord. C'est son histoire authentique. Simplement, il y a des choses où j'étais pas là, donc j'ai dû inventer. Oui, oui, bien sûr. Quand je raconte qu'elle accouche ou quand je Oui, raconte oui, qu'elle bien sûr. est mariée, c'est par rapport à… J'ai fait beaucoup de recherches sur les rites de l'époque D'accord. euh, et j'ai pris beaucoup de témoignages de mes oncles, tantes, etc. Et aussi, ce qui est fictif, c'est le mode de narration. Parce que D'accord. je raconte que j'ai été la voir et qu'elle me raconte son histoire. Ça n'a pas été le cas. D'accord. Ah, J'ai pas eu cette intelligence-là d'aller voir ma grand-mère et de lui poser des questions. Euh, d'accord. j'ai l'histoire et le mode de narration, c'est que je vais la voir et elle me raconte. Elle m'a jamais raconté en direct. Est-ce qu'elle était, mais elle est décédée si je me trompe, Oui, elle est décédée il y a 5 ans. il y a 5 ans, donc après l'écriture du livre. Donc forcément, tu pouvais pas aller la voir. Oui, avant l'écriture du livre, tu veux dire. Elle est décédée il y a 5 ans, mais le livre, tu l'as écrit en septembre Oui, 2022. oui, c'est ça. Donc, elle est décédée avant. Oui, ah oui, voilà. Oui, j'ai dit là, excuse-moi. Voilà, donc forcément, Ouais, ouais, on disait la même chose. Donc forcément, ouais, tu ouais. pouvais pas avoir, parce que tu n'avais pas encore ce projet Oui, d'écriture oui. et tout. Et j'ai tout essayé, mais le mode de narration avec le dialogue, C'est tout très très ça, bien. c'est ce qui me convient. C'est ce qui me Parce que tu as convient. l'impression de vraiment, moi en lisant, c'est pour ça que j'étais intrigué, je me disais, est-ce que elle a vraiment vécu ça? Est-ce qu'elle est vraiment partie? Non. Est-ce que elle a eu la chance de faire cette discussion? Est-ce que c'est vraiment autobiographique à 100%? Et c'est des questions qu'on se pose. Tu Est-ce que sais, sa cuisine, elle était vraiment aussi catastrophique que ça? elle est toujours pas finie, ma cuisine. Il y a Ah un ouais, vrai alors truc. la cuisine, c'est la vérité. J'ai pas été voir un cuisiniste, mais j'ai un vrai problème avec la cuisine parce que j'ai l'impression que c'est des trucs futiles. Euh, D'avoir la bonne crédence à la bonne hauteur et le bon matériau et tout ça. Comme je le dis dans le livre, ma grand-mère, elle cuisinait pour 50 personnes avec des petites tables branlantes, des machins. Et nous, dès qu'on a un truc en moins dans la cuisine, on dit, oh là là, ça va être compliqué, tu vois. Donc, il y a un petit côté solidaire à avoir une cuisine fracassée. Exactement. Bon, comme ça, tous ceux ça pousse les gens à se dire, ah mais c'est quoi son histoire de cuisine? C'est quoi son histoire de tout ce qu'elle raconte dans le livre? Et donc, ton livre dont on parle, tu parles de Mimi, donc de ta grand-mère, et que tu appelles une reine. Ouais. Qu'est-ce qui, pourquoi à tes yeux c'était une reine? Qu'est-ce qui, Euh, C'était une reine parce qu'elle a tous les attributs d'une reine. Elle avait la dignité, elle avait le sacrifice, parce que quoi qu'on dise, voilà, c'est un sacrifice. Et le fameux dicton de la reine d'Angleterre, Never explain, never complain, elle s'est jamais plaint. Euh, c'est une reine, mais c'est aussi une reine de tous les jours. Et on a tous des mères, des grands-mères comme ça, des femmes qui nous ont tout donné.
qui nous ont donné l'éducation, et en se niant complètement. Elles n'ont pas eu de vie de femme. Bien sûr. Nous, à notre époque, on a des... Enfin, voilà, moi, je peux faire ce que je veux. Là, je sors, je fais ce que je veux. Je Oui, bien sûr. rencontre ce que je veux, je voyage, etc. Elle, non, elle ne pouvait pas. Et même quand elle a pu, elle ne pouvait pas non plus parce que c'était trop ancré dans son éducation. Le Euh, poids de la culture. ouais, c'était un sacerdoce, vraiment, cette vie de femme, de mère, d'épouse. C'est... Et c'est en ça enfin, en ça qu'elle a été une reine parce qu'elle n'a jamais eu d'aigreur par rapport à ça et elle a continué à transmettre des messages très positifs. En tout cas, moi, sa petite fille, elle me transmettait des messages de liberté. Euh, elle a vécu l'assujettissement à son mari, mais parce que c'était culturel. Et moi, elle me disait tout le contraire. Elle me disait, sois libre, sois autonome, ne dépends jamais d'un homme ni de personne, travaille, etc. Elle aurait pu me transmettre des valeurs beaucoup plus ancestrales, quoi. Dire, tiens-toi bien, reste en Bien sûr. place, etc. Donc, pour tout ça, c'est une reine, vraiment, pour tout ça. Elle a eu cette dignité de ne pas se plaindre, quoi. Ouais. Et elle a su le partager, elle a su le donner à ses enfants et à ses Ouais, petits-enfants. ouais. Surtout à ses petits-enfants. Ses enfants, elle avait encore ce statut de mère à Mm. conserver, mais surtout à ses petits-enfants. Ouais. Et donc tu lui rends hommage en écrivant ce livre, mais en même temps tu dévoiles une grande partie de l'histoire familiale. Absolument. Et, et quand je dis l'histoire familiale, mais aussi une histoire qui existe au Maroc, parce qu'il y a plein d'histoires, quand je dis similaires, Et des hommes complètement. avec plusieurs femmes, ou qui vivent sous le même J'ai toit. Et donc, tu as voulu pas. Ouais, pardon, excuse-moi, j'ai eu plein de messages de gens qui me disent, ouais, ma famille, c'était exactement ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de cas comme ça au Maroc, que ce soit dans les familles juives ou les familles musulmanes, il y a eu énormément de cas comme ça. effectivement. Et donc, tu as voulu. Est-ce que quand tu t'es mis à écrire ce livre, tu étais consciente que tu allais mettre le point, mettre en avant ou mettre en lumière une chose qui existe au Maroc depuis Bien sûr. longtemps et qui est souvent mis de côté et qui est souvent cachée? Bien sûr, et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais écrire ça. Parce qu'il y a une chose aussi, c'est que tout dépend de comment on raconte l'histoire. Et c'était aussi pour transmettre à mes enfants la vraie histoire. Euh, si dans 50 ans, on dit à mes enfants, votre arrière-grand-père était bigame, eh ben, ils vont dire, oh là là, quelle barbarie, etc. Mais moi, je voulais raconter le contexte. C'est un homme qui ne pouvait pas avoir d'enfant avec la première femme. Il y avait à l'époque, il y avait des arrangements Alors, c'était terrible, mais c'était des arrangements qui n'étaient pas de l'ordre d'un mec qui veut une autre femme parce Bien que sûr. par plaisir, tu vois. Bien sûr. C'était avec l'injonction de faire des enfants et d'avoir une descendance. D'accord. Et j'avais besoin aussi de clarifier cette histoire pour la transmettre à mes enfants, pour ne pas qu'ils aient une idée faussée de cette histoire, parce qu'elle va disparaître, cette histoire. Bien sûr. Vont disparaître toutes ces histoires de bigamie, de couple. En ce moment, enfin, s'il y avait eu la PMA, peut-être que mon grand-père, il aurait pas. Ben oui, peut-être. Tu vois, il y avait plein de combines comme ça. Et puis, ça se faisait pas de laisser sur le carreau la première femme Bien qui sûr. allait être perdue pour toujours, pour tout le monde. Elle était stérile et divorcée. Alors là, c'était plus personne. Donc, elle restait encore dans le giron familial. C'est une espèce d'économie sociale Ouais, non, bien sûr. particulière. Et j'avais besoin d'expliquer ça aussi. C'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas tout noir. Mais ce qui est poignant aussi, c'est le moment où tu expliques que dans le livre que ta grand-mère, ses premiers enfants, elle les fait élever La première fois. par la première femme qui s'appelle Hassiba. Et ça c'est en, en dehors du fait que d'avoir eu plusieurs femmes pour mille et une raisons et qu'on peut comprendre. Mais c'est vrai que pour une mère, se dire, après, ils vivaient sous le même foyer, ou non, ils avaient deux foyers différents, mais J'avais deux foyers. Ouais. donner son enfant, ou du moins le faire élever, un peu comme à l'époque où on avait des mères de lait ou des choses où Ouais, on c'est élevait ça. des enfants, c'était un peu le même fonctionnement. Exactement. Et comme elle était très jeune, ma grand-mère, elle s'est mariée à 14 ans, on lui présentait ça
on lui disait, tu es trop jeune, t'inquiète pas, on va te soulager. On va te prendre ton enfant pour te soulager. Et c'était pas plus mal, parce qu'à 14 ans, c'était quand même assez jeune. Et donc, elle s'est laissée faire pour les 3 premiers enfants. Et quand elle a commencé à prendre la maturité, etc., elle a dit, attendez, mes enfants, je vais les garder. Et donc, ça a fait la fratrie, ils étaient 7. Le 4e, qui est mon père, a vécu entre les 2 mamans. Et les 3 derniers ont vécu avec ma grand-mère. Wow. Juste incroyable. Alors, je ne vais pas poser plus de questions sur le livre. J'ai plein d'autres questions, mais pas sur le livre, pour pousser les gens à aller lire le livre. Parce que si on dévoile tout ce qu'il y a dans le livre et il est juste incroyable, les gens on connaît toute l'histoire. Alors, j'ai plus des questions sur, est-ce que tu as eu des moments difficiles dans l'écriture de ton livre? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es posé beaucoup de questions et tu te dis, mais pourquoi je fais ça ou autre? En fait, les moments difficiles, c'est ceux où on a des doutes et on se dit, je vais pas y arriver. Et on se donne toutes les raisons pour arrêter, pour se dire, ah, c'est nul. On voit tout en noir. Et ça, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de moments comme ça. Et d'ailleurs, j'ai lisé dans ton bouquin cette phrase, Henry Ford, je crois, si tu penses que tu vas réussir ou que tu vas échouer, de cas, tu as raison. Et en fait, c'est ça. Le plus dur, c'est le mental, en fait. C'est pour tenir. Alors oui, il faut faire des recherches, il faut travailler, etc. Mais tu as beau faire tout ça, si tu n'as pas le mental, c'est très compliqué. Et en fait, le plus difficile pour moi dans l'écriture, ça a été de me dire, je m'arnaquais, en fait. Je me dis, c'est pas grave, ça va être mauvais, mais juste fini. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ça va être mauvais, mais juste écrit et tu verras. De toute façon, c'est pas toi qui juge, ce sera l'éditrice. Écris un mauvais livre, mais finis ce truc, quoi. Et un peu, j'ai retrouvé cette idée dans ton livre aussi. Tu as dit, c'était des études d'ingénieur que tu avais fait, c'est ça? Oui, c'est exactement. Mais bon, voilà, je vais pas être le meilleur, mais allez, j'avance, quoi. Exactement. Et franchement, on se dit pas assez ça dans la vie. C'est que ça va, je le fais, bon, j'ai merdé, c'est pas grave, je ferai un autre. Et on a trop d'ego par rapport à ça. Et moi, la première, en me disant, ça va être terrible. Mais non, personne n'attend. Enfin, si c'est pas terrible, bah, c'est pas grave, on passe à autre chose, on fait autre chose. Mais voilà, le plus dur, c'était ça. C'est de me mettre dans un mental, avance. C'est pas à toi de te juger, c'est aux autres. Donc, voilà. Toutes les personnes qui nous écoutent et qui seraient dans le même état d'esprit que toi dans leur projet, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Une personne qui soit veut reprendre les études, soit veut se former sur une nouvelle thématique, soit aider ses enfants, soit se lancer dans l'entrepreneuriat ou autre, mais c'est un peu ce que tu as vécu dans l'écriture du livre où tu n'avais pas confiance en toi en te disant mais ça va pas être bien. En plus de avance et tu verras, ne te juge pas. Est-ce que tu as un truc Je pense que c'est des rituels, des espèces parce qu'effectivement, au-delà de dire bon, vas-y, fais-le, mais comment? Et donc, moi, je me suis trouvé des petites combines avec des logiciels, avec comme disait les mind maps, des choses où je suis un petit peu à l'aise, où j'ai un peu de plaisir à le faire. J'ai l'impression qu'il faut commencer par une petite notion de plaisir. Ça peut être, je sais pas, je prends mon café, voilà, je m'organise, j'en sais rien, mais s'organiser un petit rituel plaisant, en se faisant plaisir, j'ai l'impression que ça fait pas mal de bien. Il faut pas se martyriser. Moi, je me martyrisais avant de travailler. Et c'est pour ça que souvent, je travaille avec quelqu'un d'autre, parce que ça noyait un petit peu cette angoisse de se retrouver face à la page blanche, etc. Mais oui, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les rituels. Aller dans un endroit qui nous plaît, avoir une petite routine de mise en route qui est important. Se timer aussi. Ce que je fais, que tu parles de Pomodoro, voilà. Moi, je me mets parfois des réveils, de me dire, voilà, 30 minutes et je passe à autre chose. Et parfois, tu les dépasses, les 30 minutes, et puis tu dis, ah, déjà, putain, c'est vite passé. Comme les enfants, finalement, c'est de se donner des petites étapes pour s'aider. Et il n'y a pas de mal à ça. C'est pas parce qu'on a vécu des difficultés atroces que ça va être mieux. Pas du tout. Voilà, ce serait le conseil, parce qu'au début, je me martyrisais.
Et là, là, je me suis fait plus plaisir, je me suis entourée de choses réconfortantes pour travailler. Et cette méthode, tu l'as utilisée pour l'écriture du livre. Est-ce que c'est la même méthode que tu utilises en tant que scénariste ou dans d'autres penchants de ton activité? Oui, de plus en plus. Alors, quand je travaille avec quelqu'un d'autre, ça va être une synergie, tout dépend de la personne avec qui j'écris. C'est beaucoup plus simple parce qu'il y a le dialogue, parce que c'est plus chaleureux. On oublie ses craintes quand on est face à quelqu'un. Mais quand je suis toute seule, oui, le timer, c'est vachement important pour moi. Parce que on avance pas à pas, quoi. On se permet des pauses, on structure un peu nos errances, quoi. Et ça, moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Et il y a même une petite app que j'ai, c'est Forest, je crois. Je sais pas si tu connais. C'est une app, pendant que tu travailles, tu n'as pas le droit de toucher à ton téléphone, etc. Sinon, ça désactive le chrono. Et il y a un arbre qui pousse. Et au fur et à mesure, il y a plein d'arbres qui s'appelle Forest. L'appli, elle est sympa. Ok, j'ai regardé. Je connaissais pas, j'ai regardé. Et je crois que tu peux même te challenger avec d'autres. D'accord. Pour rester concentré. Oui, pour rester concentré. Genre, si toi tu merdes, ben, la forêt, l'arbre de l'autre, enfin bref. D'accord, ok. C'est sympathique, c'est positif. Tu choisis ton arbre, voilà. Ok. Et donc, bravo, tu as planté un arbre. C'est ludique, c'est sympa. Et en même temps, ça te donne des plages. Je crois que c'est 45 000. Je sais plus combien de temps c'est. D'accord. J'ai regardé. Je pense que les personnes qui écoutent le podcast iront tous voir parce que c'est des applications, des choses comme ça qu'ils adorent pour travailler sur la concentration. Moi, j'adore ces trucs-là. Et Forest, c'est vraiment sympa. Et puis, dès que tu touches à ton téléphone, l'arbre, il est foutu. Et la notion d'arbre qui pousse pas, t'as pas envie. Ah, aujourd'hui, j'ai fait pousser aucun arbre. C'est n'importe quoi. J'ai détruit des arbres. Ensuite, tu te sens mal, quoi. Ok. Elle est sympa, cette appli. Ah, je vais tester, je te dirai. Je testerai, je te dirai. Dans ton parcours dans ton parcours général, donc t'es auteur, t'es scénariste et t'as fait alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, tu as fait un petit passage au cinéma également, dans le film Oui, le film Reste un peu de Gad. Exactement. Comment tu as vécu ça? Parce que d'après ce que j'ai pu, dans mes recherches et même en discutant avec toi, tu es plutôt quelqu'un de l'ombre. Tu es plutôt quelqu'un qui, dans l'écriture, dans l'introspection, être scénariste ou faire des blagues pour d'autres personnes, mais tu es très peu sur scène. Et là, bah, t'as joué ton rôle. T'as joué le rôle de ta propre personne, de ta vraie vie dans un film. Comment t'as vécu l'expérience? Déjà, le point de départ, c'est la famille. Donc, quand mon frère m'a dit, tu voudrais bien jouer un rôle dans un film, je dis, pourquoi? Il me dit, bah, avec papa et maman, et on va jouer nos propres rôles. Moi, déjà, on me dit, tu vas jouer avec ton frère, tes parents. Je dis, ok. Peu importe ce qui se passe, je dis, d'accord. C'est un point de départ. Et puis après, jouer mon propre rôle dans une situation certes imaginée, mais avec des bases de réalité. Et le seul truc que j'ai demandé, c'est de pouvoir dire des mots que j'aurais pu dire dans la vraie vie. D'accord. Parce que on a réécrit, si tu veux, mon passage pour que je ressente vraiment ce que je disais. J'avais envie de dire des choses. Comme tu discutes habituellement, ouais. Oui, voilà. Et mon frère a accepté, même parfois je le casse un peu. Et c'était à cette condition-là, parce que c'est notre vrai rapport dans la vie. Donc dans ces conditions-là, c'était comme un reportage ou un documentaire. C'était moins un rôle au cinéma avec où je m'appelle Dominique et ouais, bien sûr. officielle, tu vois. Là, j'étais vraiment moi, quoi. Et comment tu suis, parce que moi, c'est ce qui m'impressionne dans ton parcours et dans le parcours de plein de personnes, c'est la capacité à changer de casquette. Tu as cette casquette d'auteur, après scénariste. Comment tu as réussi à intégrer cette casquette d'acteur et d'arriver. C'est pas évident pour moi parce que je déteste c'est pas du tout ma façon de génie. Ouais, pas du tout. Quand souvent on me disait, mais pourquoi tu fais pas du théâtre toi aussi, tes frères, etc. Et j'ai essayé.
je n'en avais rien à faire. J'avais envie d'être à la place du gars qui me disait quoi faire, tu vois. J'étais pas du tout dans mon élément. Et, euh, et donc là, c'était un peu compliqué au début. Mhm. Et comme, enfin, franchement, c'était des conditions idéales. J'étais chez mes parents. D'accord. C'était là-bas qu'on a tourné. Ah ouais. Avec mon frère qui me dirigeait, donc je pouvais refaire, etc. D'ailleurs, le moment où je m'énerve, il m'a énervé exprès la matinée. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il a de mauvais poil? Et il a fait exprès de m'énerver sur des petites choses. Et il savait que ça allait marcher pour que je sois un peu à cran pour la scène, quoi. Il a été fort. Il m'a chauffé. Il m'a chauffé. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Je sais plus. Il m'a dit un petit truc anodin, tu vois. Et il savait que ça allait me faire démarrer. Donc j'étais chauffée pour la scène. Et après, il t'a dévoilé après la scène que c'était fait exprès. En fait, non, c'est à un moment, je lui ai dit, écoute, si tu continues, j'arrête. Hein. Il me dit, eh ben, arrête. Et comme c'est pas du tout sa façon de faire, d'habitude, il dit, non, attends, ne t'énerve pas, il veut la paix. Je me suis dit, ah d'accord, il me chauffe. J'ai compris qu'il était là-dedans, quoi. D'accord. Ah, c'est juste incroyable. Et il y a un enseignement juste extraordinaire dans ce que tu viens de dire, dans ce passage. C'est que des fois, il y a des personnes qui peuvent te dire, et même ils peuvent te dire, fais telle ou telle chose, et toi, t'as essayé, t'as pas aimé, et t'es revenu en arrière, et c'est pas parce que t'as essayé que t'as pas aimé, que t'as pas le droit de revenir en arrière et te dire, Ah, non, oui. c'est pas fait pour moi. Ma zone de génie, c'est telle ou telle chose. Et comme tu l'as très bien dit au début du podcast également, beaucoup de personnes essayent de faire pour papa, pour maman ou autre en disant, je vais faire médecine, je vais faire biologie, je vais faire telle ou telle chose. Mais toi, tu voulais être dans l'artistique et à la fin, tu l'as été. Oui. Effectivement, ça a pris un peu de temps, mais tu l'as été et c'est ça qui est juste incroyable. Et puis j'ai pris des choses de ce que j'ai pu apprendre dans ces années-là. Il y a des choses qui me sont restées, plus de rigueur dans. Peut-être que si j'avais commencé par l'artistique, j'aurais pas été du tout rigoureuse dans le travail. Enfin, il y a toujours, c'est toujours bon à apprendre. Et moi, je respecte beaucoup plus quelqu'un. Moi, j'ai un ami qui est violoniste qui m'avait dit, écoute, j'ai fait du violon, voilà, je suis violoniste, je suis médiocre, c'est pas grave, je passe à autre chose. Je vais faire de la musique, mais différent, de la production, etc. Et c'est pas grave. C'est beaucoup plus productif d'être comme ça que de s'acharner parfois sur des choses qu'on n'est pas fait pour ça, quoi. Ouais. Pour les parents, pour l'image, etc. Je suis entièrement d'accord. On arrive sur la fin du podcast. On a fait déjà plus de 40 minutes qu'on est ensemble. J'ai encore plein de questions, mais je préfère arrêter parce que sinon on part sur des épisodes trop longs. Et comme le Pomodoro, j'essaie d'utiliser la méthode Pomodoro dans les épisodes pour que les gens puissent rester captivés, mais tu nous as apporté tellement de pépites et bien sûr, je pousse toutes les personnes à se procurer ton livre. Mais avant de finir, j'ai une question que je pose à toutes les personnes que j'invite. Cette question, c'est si c'était tes derniers moments sur Terre et que tu étais avec tes proches et que tu voulais leur laisser un message, un héritage, mais cet héritage, c'est une phrase, un message, une parole. Quel serait cet héritage? Ah, c'est dur. Je pense que c'est cette phrase que j'ai d'ailleurs mis en exergue sur mon bouquin. C'est une phrase du Talmud qui dit « Si je ne suis pas à moi, qui le sera ?» Et si ce n'est pas maintenant, alors quand? C'est ici et maintenant et s'occuper de soi avant tout. Parce que bien s'occuper de soi, c'est bien s'occuper des autres. Wow. Vraiment. Et moi, j'ai mis du temps à le comprendre, beaucoup de temps. Et c'est pas encore gagné. C'est pas. On a l'impression qu'on s'occupe de tout le monde, on est merveilleux, mais non. Bien s'occuper de soi, c'est aussi être agréable aux autres, c'est aussi faire de la place aux autres. Wow, c'est juste extraordinaire. J'aurais aimé te faire développer, mais je pense que je vais laisser les gens méditer sur cette phrase. Et en plus, elle est au tout début de ton livre, comme ça, ils pourront la relire quand en se procurant ton livre, ils pourront la relire et méditer sur cette phrase parce qu'elle est très, 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 très puissante, effectivement. Merci Judith pour. Merci, c'était un plaisir. Mais également, ça m'a fait plaisir. Merci pour ton livre également. Je trouve que ça génial que des livres comme ça existent. Moi, j'ai été partout chercher des petites choses. Et là, elles sont toutes là
dans ton livre, c'est vraiment important. Je le dis avec beaucoup de sincérité. Et souvent, je parlais de choses comme ça à des gens, ils me prenaient pour une folle. C'était il y a longtemps. Et là, tout y est pour s'aider à apprendre et à progresser. Je trouve ça génial. Bon, bah, merci beaucoup pour ce Merci témoignage. à toi. Ça me fait vraiment plaisir. Toutes les personnes qui ont donc, si vous êtes arrivés jusqu'au bout de l'épisode, je vous invite vraiment à mettre 5 étoiles, à partager cet épisode autour de vous. Je suis sûr que dans votre entourage, vos amis et autres, il y a des personnes qui vont, en écoutant cet épisode, vont apprendre des choses et progresser. Et nous, notre mission, c'est d'aider les gens autour de nous à progresser, à évoluer. Donc, ça va vous prendre quelques secondes, mais partagez un maximum, faites connaître ce travail et l'épisode qu'on a fait avec Judith qui est juste extraordinaire. Et je l'aurais dit une dernière fois, donc son livre Une reine aux éditions Robert Laffont, vous le trouvez partout en France, dans toutes les librairies de France, la Fnac, Amazon et autres également. Donc à vous de vous le procurer, à vous de jouer. Et comme je le dis toujours, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités. Prenez soin de vous. Merci Judith. Merci, moi.